Et yo les Arcanis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, les gars. Alors, on se retrouve tout simplement pour la mise à jour de la tier list par rapport à Fairy Tail. Parce que entre-temps, il y a eu des personnages qui sont sortis, il y a eu des changements, j'ai envie de dire, par-ci, par-là, qui m'ont motivé à faire cette vidéo tout simplement parce que je me suis dit concrètement, j'ai exprimer des choses dans la vidéo passée qui peut-être ne sont plus d'actualité et du coup méritent d'être revues une nouvelle fois avec tout ce qu'il y a eu comme sortie de nouveaux personnages. Alors, j'ai en mémoire que j'avais placé ces personnages-là comme ça à l'époque. Euh, je suis quasiment sûr, quoique non, il manque Evergreen que j'avais mise ici. Donc, pour se rappeler tout simplement, cette tier list est à duel. Donc, c'est-à-dire que c'est autant PVP plutôt, que PVE. C'est vraiment la valeur intrinsèque du personnage dans tout le contenu du jeu et pas seulement dans un contenu ou dans l'autre. Certes, c'est moins pertinent que si c'était en PVP ou PVE, car certains personnages excellent plus en PVP qu'en PVE. Je pense par exemple à Racer qui excelle plus en PVP par exemple, mais voilà un petit peu ce que je tenais à dire. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand changement à faire concrètement, honnêtement pour moi en tout cas. Donc oui, effectivement, il n'y a pas grand changement à faire. Maintenant, ce qu'on va d'abord commencer à faire, c'est tout simplement de mettre le petit Loki là où il faut. Parce que la dernière fois, je crois que j'avais oublié de mettre le petit Loki et j'avais été très dur avec lui malgré tout. Malgré tout, j'avais été très dur avec lui. Et je dis dur parce que vous comprendrez si vous regardez ma précédente vidéo, parce qu'il y avait une chose sur Loki que je n'avais pas compris à l'époque sur la sienne et que j'ai compris sur la version globale et qui change absolument tout sur le personnage et qui fait tout simplement que le personnage a évidemment sa place ici parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement que sur le jeu, on est habitué à des personnages qui font bien leur boulot. Mais Loki, en fait, à travers sa mécanique spéciale, à travers son game set, il a la particularité de faire plusieurs choses à la fois. Et c'est justement ce pourquoi Mira Jane est aussi haut dans la tier list. Donc, en réalité, Loki, tout simplement, ça va être un personnage qui va à la fois supporter sa team, mais également agir comme un main DPS. Donc, il sera à la fois support et DPS dans tous les contenus du jeu, ce qui est vraiment une valeur ajoutée, d'autant plus que dans la team Light, on manquait de ce petit personnage-là avec nous. Donc, on avait Makarov qui était certes un petit peu hybride entre les deux, mais qui avait du mal à apporter cette présence offensive, c'est-à-dire dans le buff global. Et on avait également Luxus qui a apporté beaucoup de dégâts, mais qui tout simplement n'apportait rien d'autre à la team. Là, on a une team vraiment bien homogène qui va nous permettre tout simplement de faire non seulement du dégât, mais également d'apporter des buffs et du coup de en même temps faire chier les ennemis autant que possible. Donc rien que pour ça, rien que pour la complétion de la Team Light, Loki a sa place en haut. D'autant plus que comme je l'ai dit dans mon guide tout simplement, ça va être le personnage qui va avoir le plus de facilité à apporter des crits. Donc Loki, ça va être le premier personnage qui va vraiment enchaîner les coups critiques dans les combats. Donc vraiment, ça va être le personnage qui pour beaucoup va être votre main DPS, car actuellement, rien que par sa facilité à faire des crits, est peut-être le ou l'un des personnages les plus puissants offensivement, tout en apportant bien sûr des buffs à sa team light à côté. Donc déjà, rien que pour ça, pour moi, le personnage mérite d'être en S. Donc ça, c'est super bien. En plus du fait que contrairement aux autres DPS, et ça, je vais revenir sur cette partie-là avec Mira Jane, mais en plus de ça, tout simplement, Loki a la particularité supplémentaire d'être vraiment tanky pour un DPS, car rappelons-le, Loki est un main DPS avant d'être un support. Donc il a la particularité quand même d'être super tanky pour un DPS, d'autant plus qu'il a un bouclier en plus. Donc c'est vraiment quelque chose de très bon à prendre. C'est un DPS qui est maniable, qui est très simple d'utilisation et qui est très pertinent, qui est très très bon. Donc pour moi, Loki est facilement et bien sûr S sans aucun problème.
Donc, on va continuer tout simplement avec la Erza. La Erza, que, en fait, on va mettre Erza et Mira Jane en même temps. On va mettre Erza et Mira Jane en même temps, les gars. En fait, il y a une chose qu'on m'a dite et qui m'est restée dans la tête par rapport à ces deux personnages, c'est-à-dire surtout par rapport à Erza, on l'a décrit par rapport à ses dégâts, parce qu'on trouvait qu'elle ne faisait pas beaucoup de dégâts et qu'elle était très très fragile. De plus, il en a été de même pour Mira Jane, hein. J'en connais qui se sont vraiment plaints parce qu'ils trouvaient Mira Jane un peu trop fragile, étant donné que je disais quand même à l'époque que c'était le meilleur personnage du jeu. Et pour moi, mais vraiment pour moi, c'est toujours le cas. Mira Jane reste le meilleur personnage du jeu, les gars. C'est tout simple en fait. Il faut savoir que dans Fairy Tail, les rôles sont vraiment respectés. C'est-à-dire que de base, dans un jeu, évidemment que si le personnage tape trop fort, il faut lui mettre des contraintes qui vont faire en sorte tout simplement que le personnage ne soit pas tellement fort qu'on en arrive à ne plus utiliser les autres. Donc, obligatoirement, le DPS va être plus fragile que le tank ou le healer par exemple. Et inversement, le healer et le tank vont obligatoirement frapper moins fort que le DPS. C'est une logique de base dans les jeux. Et celui-là ne démord pas à cette règle et même, je dirais, apporte une valeur ajoutée à cette règle parce qu'on le ressent vraiment. Les DPS du jeu sont très très fragiles pour la plupart. Vraiment très squishy. Et d'autant plus pour deux personnages comme Erza et Mira Jane qui vous offrent directement leur quatrième étoile, c'est-à-dire leur spé d'entrée de jeu dès que vous les avez une fois. Donc déjà, rien que par là, les personnages méritent d'être en avant par rapport aux autres personnages. D'autant plus que Erza, elle fait énormément de dégâts, les gars. C'est absurde à quel point Erza fait mal. Erza, j'ai vu des millions de dégâts avec le personnage. Ça fait mal. Erza, ça fait très très mal. Mais pour que Erza, ça fasse mal, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut bien sûr, excusez-moi, build le personnage avant tout. Et également créer, consolider la team autour du personnage pour lui permettre d'accentuer ses dégâts. Par exemple, avec une Mira Jane à côté, je dis ça comme ça, il y a d'autres alternatives évidemment. Ça peut également être Jouvia aussi, ou Hot Eye, bref, un personnage qui va lui l'aider à maximiser ses dégâts. Et bien sûr, la chose la plus importante, c'est de bien la jouer, les amis. C'est de bien la jouer parce que Erza, je vous l'ai dit et redit, c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de mettre l'accent dessus. Le personnage est très compliqué. Bon, pas compliqué dans le sens où c'est-à-dire que il faut la jouer intelligemment. C'est ce que je veux dire. Elle n'est pas compliquée, mais il faut une certaine intelligence de jeu pour pouvoir vraiment profiter de son kit. C'est pas le genre de perso où vous allez juste bourriner comme ça. Comme un Luxus par exemple. Erza ne se joue pas comme ça. Donc forcément, si vous jouez pas le personnage comme il faut, ou que vous n'avez pas les teams auto, ou que vous n'avez pas bien monté votre personnage, forcément, si ces trois points-là ne se concordent pas, forcément, elle fera moins de dégâts que ce que vous vous attendiez. Après, je pense aussi que c'est surtout l'overhype qui vous a fait attendre quelque chose de grandiose, c'est-à-dire vraiment un personnage qui va faire 10 millions de dégâts à chaque auto-attaque. Peut-être est-ce aussi de ma faute parce que j'ai trop crié le personnage, j'ai un peu trop dit que le personnage était fort, car elle était forte. Lorsque je l'ai joué, elle était forte lorsque je l'avais en face de moi et elle est toujours ultra forte actuellement sur la globale. Le personnage est juste trop fort offensivement. Elle est vraiment très bien. Autant en PvP qu'en PvE. Ça, il n'y a pas de souci, même si elle est plus intéressante quand même en PvP, étant donné que le personnage effectivement est assez fragile. Donc contre les boss, ah bah, il va falloir la protéger, sinon ça va faire très très mal de votre côté. Voilà. Et par rapport à Mira Jane, c'est la même chose. On me dit qu'elle est beaucoup trop fragile et qu'elle fait pas assez de dégâts. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord, Mira Jane, avant d'être un DPS, Mira Jane est d'abord un support. C'est-à-dire que c'est l'inverse de Loki. Elle fait les deux, mais elle est plus support, c'est-à-dire son premier rôle, c'est support, et ensuite, elle est censée être DPS. Donc, un personnage qui agit comme ça, qui fonctionne comme ça, vous ne pouvez pas vous attendre aux mêmes dégâts que ceux que ferait, par exemple, un Midnight ou tout simplement une Erza. Donc là déjà c'est un petit peu compliqué les gars. À partir de là, on doit se poser certaines questions. En plus de ça, tout simplement, forcément, Mira Jane, elle est squishy, elle est fragile. Parce que imaginez tout simplement un personnage comme Mira Jane sur le terrain qui ne meurt pas, les gars. Imaginez juste la dinguerie dans votre tête. Imaginez un personnage comme Mira Jane qui ne meurt pas, qui tank.
Elle fait de très très bons dégâts pour un support, car avouons-le, elle fait vraiment de très bons dégâts. Elle fait vraiment mal pour un support, de un. De 2, elle apporte littéralement tous les debuffs du jeu. C'est-à-dire que elle va apporter Fear, elle va apporter Peur, elle va apporter Stun. Elle va réduire toutes les défenses élémentaires. Elle va réduire les résistances élémentaires. Elle va réduire les défenses des personnages, sans compter le build que vous pouvez lui ajouter pour réduire encore plus les défenses et les résistances élémentaires des ennemis en face. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui littéralement fait passer un mur d'acier pour une balle en caoutchouc. Mais littéralement, elle amplifie d'une façon absurde et hallucinante le DPS de n'importe quel DPS du jeu. Et ça, juste ça, c'est effrayant. Donc oui, je maintiens ce que je dis, Mira Jane est le meilleur personnage du jeu. Pas parce qu'elle fait tout mieux que tout le monde, non. Elle ne fait pas tout mieux que tout le monde, mais elle a la particularité de faire mal et surtout de pouvoir amplifier les dégâts de n'importe quel DPS. Vous la mettez dans n'importe quel team, ça fonctionne. Vraiment, toutes les teams que vous voulez, dans une team Ice, dans une team Light, dans une team Darkness, dans une team Fire, dans une team Wind, peu importe l'équipe, même dans les teams physiques, Mira Jane, elle peut se jouer. Mira Jane, elle est vraiment solide comme personnage parce qu'elle passe littéralement partout. Là où, par exemple, des personnages à certains égards, des DPS vont se faire power creep avec le temps, bah Mira Jane, on est sûr et certain que elle, son kit, elle va demeurer pour très très longtemps vu ce qu'elle apporte. Donc pour moi, franchement, le personnage est juste incroyablissime. Je n'arrive pas à glisser. Voilà, pour moi, c'est toujours le meilleur personnage du jeu. Il n'y a aucun problème. Alors, ces deux-là, je ne vais pas les aborder puisqu'ils ne sont pas encore là. Également, pour ma petite waifu, je ne vais pas non plus aborder Minerva, parce qu'elle est juste pas là. Et on va aborder José qui là est arrivé sur la version globale et tout simplement José pour moi c'est vraiment un excellent personnage qui va surtout exceller en PVP. Vraiment, qui pour moi, José, c'est plus un perso PVP que PVE, mais il a quand même la particularité d'être vraiment solide parce que le personnage en fait va apporter des dégâts en off, donc il n'a pas forcément besoin d'être sur le terrain pour apporter pas mal de dégâts et surtout il fait très très mal. Donc, oui, le personnage, je le trouve vraiment très très bon, il n'y a aucun problème. Ah, en plus, il était là, il était là. Ok, donc la fail de ma part. Donc oui, pour moi, José, c'est un excellent personnage. À cet effet-là, il est très très bon. Donc vous pouvez évidemment aller le chercher. Le personnage reste super pertinent. Par contre, celui qui va descendre, c'est vraiment Mr. Gun. Parce que je me rends compte que Mr. Gun, il a de plus en plus de mal dans le jeu. Déjà en PvP, ça devient très compliqué d'utiliser Mr. Gun, sauf en pick contest. Là, par contre, le personnage est toujours bon, évidemment. Il est même très très bon dans ce mode de jeu. Mais en PvP, lorsque c'est le bot qui l'utilise et que vous attaquez la défense de la personne qui l'a mis en défense, bah, vous vous rendez compte que c'est pas dingue parce qu'il est pas si chiant que ça. Il y a vraiment trop de façons de le contrer. Rien que avec des DPS qui n'ont peut-être pas des effets de stun ou tout ça, qui vont juste cogner ultra fort, Mr. Gun, il va le sentir passer. Oui, le personnage est tanky. Oui, il a des debuffs chiants. Oui, il fait assez mal. Mais au final, tu te rends compte que le personnage, il est très facile à gérer sans aucun problème. Il fait beaucoup moins peur que le ferait, par exemple, une Juvia qui va constamment vous contrôler, ou encore une Ikaruga qui a vraiment une mobilité juste folle et qui vous rend fou pendant le combat, ou un Midnight qui va vous bourriner la gueule pendant très très longtemps et vous faire vraiment chier sa race. Donc à côté de ces personnages-là, franchement pour moi, il est vraiment gérable, ou encore à côté de ces deux monstres-là qui dès le début, bah, n'ayons pas peur de le dire, hein, c'est des très gros openers qui vous font vraiment chier dès le début du combat. Dès le début du combat, ils lancent leur skill qui vraiment fait le plus chier. Pour Makarov, Saspé, et pour Gildart, ça va tout simplement être son silence. Donc des skills qui vont vraiment vous faire chier dès le début du combat. Donc là, à côté de ça, Mr. Gun, qui va juste mettre son petit shield pour que tu puisses pas le stun, frérot. Je suis désolé, mais c'est moins pertinent, je trouve. Donc là, lui, il va descendre. Et également ici, en fait, Angel, honnêtement, lorsque j'ai fait ma précédente vidéo pour parler d'Angel, j'aurais voulu la mettre là.
parce que je pensais vraiment qu'ils avaient réglé le souci avec elle. En tout cas, moi, je vois ça comme un bug. Peut-être que c'est prévu et que c'est juste aléatoire, hein. Mais honnêtement, moi, j'ai vraiment du mal avec le côté aléatoire de son S1. C'est dommage, dommage, mais elle bougera pas. Franchement, le personnage reste fort, hein. Le personnage reste très très fort en PvE parce que justement, elle va vous permettre. D'ailleurs, je pense même que vu que Midnight n'est vraiment utile, réellement utile que dans un seul contenu du jeu, honnêtement, j'ai envie de faire ça. Au début du jeu, il était vachement fort, mais plus de nouveaux personnages arrivent, plus Midnight et Mr. Gun, en fait, il voit sa limite. Donc Angel, en réalité, elle est plus utile en PvE parce qu'on a beaucoup de boss qui ont besoin, beaucoup de boss, beaucoup de mobs qui ont besoin d'être break, qui ont besoin qu'on break leur shield. Alors que ce qui est intéressant avec Angel, c'est qu'en faisant son S1, oui, ça peut être compliqué si vous n'avez pas une team complète. Par exemple, si vous avez un personnage vent et un personnage terre, alors qu'en face on vous demande du break terre et que là vous invoquez le personnage vent, ça peut être chiant. Mais si par exemple vous avez deux personnages terre et que vous avez Angel, vous n'avez pas de troisième personnage terre, bah ça peut être vachement plus facile par exemple de break l'ennemi. Ça peut être vraiment super simple à ce niveau-là. Dans la tour, dans la perdition, en story, si vraiment le personnage va vraiment beaucoup vous aider dans tous ces contenus-là et ça va vous faire beaucoup de bien à votre box si vous n'avez pas déjà les personnages de plusieurs personnages d'un même élément, bah, ça peut être vraiment super cool. Et Angel de même, elle peut servir de tank, elle peut servir de semi protectrice entre guillemets support. Donc franchement, le personnage il est bien, mais c'est vraiment le côté aléatoire de son S1 qui me dérange un petit peu. Mais concrètement, le personnage a vraiment beaucoup de puissance. Elle est très très pertinente. Et je pense que honnêtement, je la mettrais peut-être même devant José à l'heure actuelle. Parce qu'après l'avoir vraiment, comment dire, je me suis rendu compte en fait que moi, ce qui me bloquait, c'était le côté aléatoire de son S1. Mais si tu passes à travers ça, et bien sûr à travers les interruptions dans ses skills, vraiment les cancels un peu compliqués dans ses skills et les temps pris pour cela, bah, en vrai, le personnage, il est pas si mauvais que ça. Ouais, il est pas si mauvais, honnêtement. Donc ça se joue vraiment entre ces deux-là. C'est vraiment ces deux-là. Voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, ces trois-là, c'est-à-dire Juvia, Makarov, Gildart et même Otay en vrai. Sauf que non, pas Otay. Otay, je me souviens avoir dit que c'est le meilleur deathbreaker du jeu et c'est toujours le cas. C'est le meilleur debuffer du jeu. Donc tout ce qui va être vraiment, enfin, debuffer en globalité, hein. Ça va pas être au niveau d'une Miragen quand il faut juste amplifier les dégâts reçus sur les ennemis, hein. C'est vraiment des buffers entre guillemets, dans le sens où il va break def énormément, il va slow énormément, il va apporter beaucoup de dégâts d'un seul coup. Donc c'est un personnage qui est très très pertinent. Donc ces quatre-là, honnêtement, j'aurais peut-être songé à les mettre en A. Ils sont vraiment très très puissants. Dites-vous qu'ils sont très très puissants tous les quatre et vous ne serez jamais déçus de les monter. Mais vraiment jamais. Sauf que malheureusement, bah, en A, on a Ikaruga et on a Luxus. Et c'est vraiment compliqué de mettre par exemple un Gildart sur la même ligne qu'une Ikaruga. C'est impossible. Donc juste à cause de ça, en fait, ces quatre-là vont rester en B alors qu'ils auraient pu passer en A sans aucun problème. Mais c'est juste parce que Ikaruga est beaucoup trop monstrueuse. Et de même pour Luxus. Donc franchement, ça va être compliqué. Ikaruga, je l'aurais peut-être même mise en S, honnêtement. Mais en fait, plus on avance dans le jeu, plus on se rend compte à quel point Ikaruga c'est puissant. Elle est extrêmement puissante en PvP classique, extrêmement puissante en PvP pick contest. Elle est super balèze dans le boss de guild. Elle est très 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 forte en story. Dans la perdition, elle carry de zinzin. Dans la tour, elle carry de zinzin. Dans il n'y a pas un seul contenu du jeu où Ikaruga n'est pas forte en fait. Donc pour moi, honnêtement, elle mérite d'être. C'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué, les gars. Mais j'ai envie d'avoir votre avis. Parce que certes, moi, tout ce que je dis, c'est vrai que c'est moi le youtubeur. Mais ce n'est pas parce que je suis celui qui fait la vidéo, qui poste des vidéos sur YouTube, que je m'y connais forcément plus que vous autres. Peut-être que vous avez plus joué un personnage que moi, que vous avez peut-être autant d'expérience ou de connaissances que moi. Peut-être que vous sauriez
plus m'aiguiller que moi, je ne saurais vous aiguiller. C'est comme ça, en fait, c'est un partage. C'est pas moi qui donne, c'est vraiment un partage égal. Donc, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis en commentaire. Je lirai chacun de vos commentaires comme je le fais tout le temps et j'apporterai une réponse dans la mesure du possible. Donc, vous inquiétez pas. Donnez honnêtement, dites-moi ce que vous pensez et on débattra par rapport à ça. Peut-être que vous me ferez changer d'avis par rapport à un personnage ou à un autre. Mais tout simplement, franchement, je pense que là, on tient quelque chose de vraiment intéressant. Comme je vous l'ai dit, les quatre premiers en B, honnêtement, bah, ils sont bons, quoi. Franchement, ils sont très très bons. Ils sont très très bons. Ils sont tous très très bons. Euh, mais c'est... J'ai du mal, en fait. J'ai du mal. Parce que, en fait, je me vois mal les mettre sur la même ligne que Luxus. Quoique, maintenant qu'il n'y a plus Ikaruga, c'est peut-être plus simple de les mettre en A. Mais même là, en fait, parce que Luxus reste quand même meilleur que Gildart, quoi. Et même... Compliqué, compliqué. Je pense que les 4 peuvent aller en A derrière Luxus. En vrai, je pense que c'est possible. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donnez-moi votre avis. En tout cas, je pense que pour moi, la tier list, c'est comme ça, hein. C'est, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, les gars. Je l'attendrai avec impatience. Donc, sur ce, moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.